parole intérieure, qu'est-ce que se parler veut dire, et le langage intérieur, se parler à soi-même, se reconstruire et être, sont deux ouvrages que nous avons ici, publiés aux éditions Hermann cette année, appartenant à la collection Monologuer que vous avez fondée et que vous dirigez. Est-ce qu'il y a une différence entre la parole et le langage finalement? Alors, merci pour cette question, parce que oui, en fait, le langage intérieur, c'est le terme le plus général, et nous pouvons avoir un langage intérieur qui prendra une forme verbale, mais qui peut prendre aussi la forme d'image, par exemple, tout système de signes. Oui. À l'inverse, la parole intérieure, c'est vraiment la forme verbale, donc des mots intérieurs. D'accord. Donc, si vous voulez, la parole intérieure, c'est une forme de langage intérieur. Le langage intérieur, c'est un terme plus général. Est-ce que les personnes peut-être plus imaginatives, qui ont un esprit qui s'évade bien plus facilement, ont tendance à réaliser qu'elles ont un langage et une parole intérieure? Et à vivre avec, d'une certaine manière, à conjuguer ce style de vie En fait, les personnes qui commencent les protocoles et qui ont déjà très conscience de leur langage intérieur sont assez différentes. Soit ce sont des personnes qui se sont déjà beaucoup interrogées sur le phénomène pour des raisons X, par exemple, des gens qui se sont beaucoup interrogés sur les rêves, le langage intérieur inconscient, et qui du coup ont assez conscience aussi de la partie plus consciente. Il m'est difficile de répondre à cette question parce qu'en fait, on a des personnes assez variées qui ont déjà peu de conscience et puis des personnes également assez variées qui n'ont pas tellement conscience de leur langage intérieur à l'origine. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que tous ceux qui ont pratiqué aux protocoles qui sont liés à la spiritualité ont toujours très conscience de leur langage intérieur au début. Tout à fait. Ils ont quand même des découvertes grâce au protocole. Et c'est assez frappant de voir. D'ailleurs, le protocole pour eux est spécifique et ne fonctionne pas tout à fait comme les autres. Mais ceux, par exemple, alors je change complètement de domaine, ceux qui ont fait une psychothérapie. Parce qu'on pose souvent la question quelle est la différence avec une psychothérapie. Ceux qui ont fait une psychothérapie, c'est aussi une façon de travailler sur son langage intérieur, quelque part, bien sûr. Du coup, ils ont déjà assez conscience aussi. Oui, c'est vrai. Leur langage intérieur, même si on ne fait pas le même travail. Quel est le point de non-retour, celui qui fait que notre langage intérieur bascule pour le pire? C'est une question que nous sommes toujours en train d'étudier. En fait, moi, j'essaye plutôt pour l'instant, dans les différents essais, d'insister sur le fait que tout phénomène en langage intérieur, par exemple, se désigne à la troisième personne. Certains se parlent à la troisième personne régulièrement. À la fin du 19e siècle, on trouve dans certains ouvrages d'aliénistes cette hypothèse que ce serait l'indice d'une pathologie mentale. Donc, pas du tout. En fait, tout phénomène de langage intérieur a son versant non pathologique et potentiellement, en effet, son versant pathologique. Et c'est une question de proportion. On le voit bien, par exemple, avec le phénomène des entendeurs de voix, vous parlez de la schizophrénie tout à l'heure. Beaucoup de gens entendent des voix. On ne sait pas quel est le pourcentage, parce que ce pourcentage, pour l'instant, varie d'une étude à l'autre. Le pourcentage varie probablement d'une culture à l'autre. Tout à fait. On n'a pas le même rapport à ce genre de phénomène un peu occulte. On n'a pas le même rapport au monde invisible. Et ce qui est intéressant, c'est que des études sur le langage intérieur, pour le coup, et sur les entendeurs de voix, ont probablement fait avancer la façon dont on diagnostique les schizophrénies. Maintenant, il ne suffit plus d'entendre des voix pour être diagnostiqué schizophrène. Il faut aux États-Unis, en tout cas, il faut une corrélation entre différents symptômes. Voilà, donc tout cela pour vous dire qu'il y a effectivement des indices, par exemple des ruminations, le fait de ressasser la même pensée. Alors, il y a des ruminations positives aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. D'où le contrôle, d'une certaine manière, que l'on a l'habitude sur nos pensées, si on en a. Oui, tout à fait. Et donc les ruminations, tout le monde rumine, mais au-delà d'un certain stade, ça peut être indice qu'une dépression, par exemple, s'installe. Tout à fait. Et c'est vrai que cette question du contrôle est compliquée, parce que est-ce qu'il faut essayer de contrôler son langage intérieur? C'est ça. Et quand on en vient justement à ce que nos pensées nous empêchent de dormir, est-ce que c'est là qu'il faut commencer à s'inquiéter? En fait, on n'a pas tous besoin du même nombre d'heures de sommeil. Je sais que parmi les participants au protocole Monologuer, il y en a une notamment qui dort très peu, mais c'est vraiment son habitude. Alors, elle dort encore moins peu quand sa parole intérieure justement l'empêche de dormir. Elle a beaucoup de travail, qu'elle est stressée. Mais de toute façon, elle dort très peu et elle se porte bien, j'ai l'impression, par rapport à ses heures de sommeil en tout cas. Et c'est vrai que sa parole intérieure l'empêche de dormir davantage. Quand elle se réveille la nuit, la parole intérieure
se déclenche, elle commence à planifier. C'est rapide. À travailler, etc. Voilà, donc ma réponse sera un peu celle que je vous ai déjà faite tout à l'heure. Oui et non. Peut-être que vous commencez à s'inquiéter, mais pas nécessairement. Ça dépend plutôt. En fait, ce qui est intéressant avec la parole intérieure, c'est que c'est vraiment un phénomène individuel. On a parlé de variation intellectuelle avec Catherine Paulin dans le livre sur la parole intérieure en prison, parce que ce sont vraiment des variations. En fait, c'est très commun, mais c'est vraiment très spécifique d'un individu. Donc la réponse serait plutôt quelles sont les habitudes d'un individu donné par ailleurs. Donc s'il y a un changement dans les habitudes, là il faut quand même se poser des questions. Est-ce qu'il est possible que ce que nous exprimons avec notre voix, avec les autres, soit une sorte de digestion d'un dialogue intérieur bien conduit? Là encore, ça varie beaucoup d'un individu à l'autre. Il y a des personnes qui se disent d'ailleurs sans filtre. Et à l'inverse, et je pense que ça dépend aussi, entre autres, des corps de métier, il y a des gens qui commencent à préparer en parole intérieure avant de pouvoir extérioriser. J'en cite un exemple d'ailleurs dans le langage intérieur d'une des participantes qui le commente, ce mécanisme, qui est à la fois un mécanisme d'autocensure, un mécanisme pas tout à fait d'inhibition. Et donc c'est vrai que ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que dans un certain nombre de situations où la communication extérieure tend à dysfonctionner, on peut parfois retrouver l'origine de ces dysfonctionnements en réalité en parole intérieure et travailler sur ce point par exemple. Les représentations interculturelles, des tabous. Il y a parfois des tabous qui ne sont pas nécessairement conscients du reste, qui font dysfonctionner la communication avec autrui, parce que nos représentations intérieures nous empêchent d'accéder à l'univers d'autrui et de le comprendre. Tout à fait. Dans l'absolu. Oui. Et quand, par exemple, parce que j'entends beaucoup, pour terminer, beaucoup de gens exprimer ce fait, c'est que on peut avoir, par exemple, une expression, un sentiment à l'intérieur, par exemple une colère de ce qu'on a vécu, etc., mais que l'on... Enfin, c'est pas négatif, mais que l'on n'arrive jamais à sortir, on le sort finalement en une bonne chose, parce qu'on a su le diriger dans son esprit, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, finalement. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne va pas éclater? Alors là, vous évoquez une des fonctions positives de la parole intérieure, c'est la décharge émotionnelle, qui a été aussi beaucoup étudiée autour de ce qu'on appelle le langage égocentrique. C'est une notion forgée par Jean Piaget et dont Vygotsky s'est réapproprié. Ce sont deux psychologues de l'entre-deux-guerres. Jean Piaget a continué à travailler ensuite pour désigner le monologue à voix haute des enfants. Et donc c'est vrai que la décharge émotionnelle pour certains monologues à voix haute, notamment celui des enfants, mais aussi pour la parole intérieure en général, joue un rôle très important. Et de fait, certaines personnes vont même jusqu'à ne pas se parler à elles-mêmes de certaines émotions, où certaines émotions ne sont pas du tout conscientes, pas de mots pour se dire l'émotion, et donc peut-être ne vivent pas cette émotion. Et à l'inverse, d'autres personnes voudraient plus facilement extérioriser leurs émotions pour les dire à autrui. Et les dire autrement que de la façon que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire que ça sort d'un fond. Là aussi, c'est extrêmement variable en fait. On ne peut pas dire qu'il y a une moins bonne façon ou une meilleure façon de procéder. C'est vraiment à chacun son fonctionnement endophasique, son fonctionnement intérieur, et sa façon de mener ses relations à autrui. Et à partir de là, en revanche, suivant ce que chacun souhaite, on peut agir avec des leviers linguistiques et proposer des exercices endophasiques. Y a-t-il un ordre de lecture? On commence... Pour les essais scientifiques, il y a un ordre. En effet, c'est d'abord la parole intérieure, qu'est-ce que ça parlait veut dire. C'est ensuite, ce sont ensuite les deux essais qui ne sont pas encore parus, mais qui vont l'être bientôt. Donc pour une grammaire endophasique, les volumes 1 et 2, où là, ce sont deux essais vraiment très linguistiques, où j'aborde par exemple les pronoms et la représentation de soi, l'énonciation, la temporalité et les verbes, la mémoire aussi d'ailleurs avec la temporalité et les verbes, la prosodie, le rythme de ma parole intérieure, donc des différents domaines de linguistique, la pragmatique, est-ce que je peux agir sur moi-même avec ce que j'ai appelé du pragmatique endophasique. Et enfin, il y a celui qui en fait est paru le premier, mais qui est plutôt à lire en quatrième, les troubles du langage intérieur, une linguistique
scientifique qui porte de façon spécifique sur les troubles du langage, en proposant des hypothèses pour les troubles du langage intérieur. Quelques troubles, pas tous. Oui, c'est-à-dire, par exemple, Eh bien, les ruminations, les troubles du langage intérieur, le phénomène dont on a parlé tout à l'heure, les entendeurs de voix, c'est un trouble du langage intérieur, mais je vais vous donner un autre exemple dont on n'a pas parlé,